Bon, des gars qui étaient censés aller à la bagarre contre Israël Adesanya, j'en retiens deux. Yoel Romero et Paolo Costa. Paolo Costa s'est fait éteindre avec un après-combat un peu spécial, voilà, pour dire ça comme ça. Et Yoel Romero n'a pas bougé pendant 5 rounds. Donc, à voir si Honesty Jared Bugs. Cannonier a une mentalité différente et rentre un peu plus vraiment sans peur. Puisque moi, j'ai l'impression que Paolo Costa, lui aussi, voulait y aller comme ça, il s'en foutait, il voulait l'éteindre. Mais à partir du moment où tu rentres dans le territoire, donc vraiment, je sais pas pour ceux qui regardent les mangas, dans l'extension du territoire Eh d'Israël oui, Adesanya, si Jujutsu vous rentrez Kaisen. dans sa zone, c'est chaud. Way to go. Everybody came for a soul, that's why ain't no quick, no days off. Way to go. Why y'all time on me? I'm a king, I'm obsessed by the labor. Way to go. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now. Way to go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve les GOAT? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en compagnie d'un invité spécial, celui qu'on ne présente plus, celui qui fait trembler les plus grands médias, le bordel originel. Pugila, comment ça va? Ça va et toi? on me présente plus, mais on me voit pas non plus. C'est ça. Tu sais, je disais à Karl, toi t'es un peu comme Pain dans Naruto. On sait pas t'es qui sur les médias. Tu vois, tu fais être n'importe qui. C'est ça. Et bah aujourd'hui, on va faire un peu l'analyse preview dans une vidéo un peu spéciale en deux parties. La première sur la chaîne de GOAT et la deuxième sur la chaîne Pugila que je vous invite à aller follow les GOAT. Donc là, dans un premier temps, on va faire le preview et l'analyse des 4 combats majeurs de la carte et les pronostics finaux et leur explication, leur justification entre guillemets seront sur la chaîne du frérot Pugila. Donc là, on va analyser le combat, le main event, le combat principal, le gros combat Jared Cannonier contre Israël Adesanya pour la ceinture des poids moyens à la T-Mobile Arena. Bah, on commence par quel combat, Pugila? On commence par le premier combat qui opposera Pedro Munoz face à Sugar Sean O'Malley. Donc je te laisse commencer l'analyse et puis j'apporterai quelques détails. Bien sûr. Alors moi, ce que je kiffe dans ce combat-là, c'est que déjà, on sait qu'on a 2 bons strikers, dont un qui est excellent dans la personne de Sugar Sean O'Malley, mais c'est un peu, on va dire, une opposition de style debout. C'est-à-dire que tu en as un qui est vraiment axé sur l'équipe boxing et un qui a une anglaise assez bionique, qui a su éteindre même les plus forts, Dominic Cruz et j'en passe, des Cody Garbrandt et d'autres. Donc là, pour moi, ça va être un combat assez charnière pour Sugar Sean O'Malley parce qu'il y en a qui vont parler vraiment, il y en a qui parlent déjà de premier vrai test pour l'Américain. Sachant que là, c'est quand même un des cadres, enfin pas un des cadres, mais un des tauliers de l'American Top Team, Pedro Munoz, donc c'est quelqu'un, faudra faire très attention. Malgré ça, je pense qu'il va devoir vraiment faire attention parce que pour moi, ses chances vraiment de victoire, c'est de casser la distance et d'aller chercher soit en clinch ou vraiment en boxe rapprochée un Sugar Sean O'Malley et ne pas le laisser développer son striking assez fulgurant. Et là, je pense que ça peut être assez dangereux et je pense qu'il y aura pas mal de feux d'artifice dans ce combat-là. Moi, je sais pas comment est-ce que toi, tu vois le combat se dérouler, mais moi, je pense que ça va être un combat, dans le premier round en tout cas, où il y aura pas mal d'échanges, notamment debout. Après, je sais pas si ça va aller au sol, je pense. Effectivement, moi je pense que ça va plus se dérouler debout. Après, il y a un truc que je suis pas forcément d'accord quand on parle de vrais premiers tests pour Sugar Sean O'Malley, Ouais. il est quand même tombé sur Marlon Chito Vera, qui est actuellement classé 6e, avec des grosses victoires sur Rob Font, Frankie Edgar, etc. Donc là, c'était vraiment pour moi son premier vrai et réel test. Malheureusement, il l'a perdu, bien qu'il était bien parti pour le remporter, suite à une blessure, vous vous en rappelez. Une blessure, ça fait partie du jeu. C'est Marlon Vera qui lui a provoqué la blessure avec un kick, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc pour moi, ce sera le second test de Sugar O'Malley, qui tombe contre un adversaire très solide. Franchement, alors c'est un peu en trompe-l'œil, puisque sur ses 5 derniers combats, Pedro Munoz a qu'une victoire et 4 défaites. Mais quand tu vois les noms, c'est du Aljamain Sterling, Frankie Edgar, il perd contre ces 2 gars. Il perd contre José Aldo et contre Dominic Cruz. Donc, il perd vraiment contre le haut du panier. Et ce sera vraiment un gros test pour Sean O'Malley. Et je pense qu'on peut dire que s'il passe ce test, c'est de bon augure. C'est de très bon augure pour la suite. En plus, moi, je pense que même Sean, il est prêt aussi pour aller au sol. Mais moi, il y a un truc qui me dérange un peu avec Sean, c'est que, tu vois, j'aimerais le voir dans ces combats difficiles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'aimerais le voir parce que il a été blessé.
sur le combat face à Tito et ça a un peu terni son image de combattant solide. Maintenant, les gens reviennent souvent sur le fait qu'il serait fragile et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner dans ce combat-là. J'ai envie qu'il passe par un combat assez rugueux, tu vois ce que je veux dire, pour qu'il prouve qu'il a ce potentiel-là de vraiment titiller les top 10 de la catégorie. Moi, c'est vraiment, j'ai envie de voir un combat, une petite guerre, quoi. On se retrouve un peu dans le même cas de figure que ce qu'il y avait eu avec Khamzat Chimaev. C'est-à-dire que le gars était létal, il éteignait tous ses adversaires. Et puis nous, en tant que fans, on veut voir la difficulté, on veut voir de l'adversité. On l'a eu face à Gilbert Burns. Et là, on voit de quel bois Khamzat est fait. L'idée, ce sera de voir de quel bois Sean O'Malley est fait dans les combats difficiles. Et je pense que contre Pedro Munoz, ça peut être un bon indicateur. Exactement. Ouais, non, c'est le combat. Franchement, mais en fait, c'est stylé parce que dans cette carte-là, dès les combats. En fait, là, récemment, on était un peu dans une période de mois à l'UFC et là, les cartes qu'ils proposent, elles sont vraiment intéressantes en termes de match-up et de matchmaking de l'UFC. Généralement, avec l'UFC, quand on arrive vers l'été, juillet, août, on sait qu'il y a la carte de décembre aussi. Généralement, c'est une carte très, très lourde. Mais là, à mon avis, on va se régaler. Après, il y a l'UFC London qui arrive, etc. Franchement, je pense qu'on va bien manger. On va très très bien manger avec ce combat-là. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce combat-là? Après, moi, je dis, bon, attention à Pedro Munoz, parce que justement, comme tu as dit, c'est un trompe-l'œil. Beaucoup de gens pensent qu'il va se faire marcher dessus rapidement. On va pas donner le pronostic tout de suite dans la vidéo d'après. Mais en tout cas, là, déjà, dans cette analyse, je peux déjà dire que ça va être un combat très dangereux pour Sugar Sean, à mon avis. À mon avis. Voilà, pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que ça va être un réel test, comme on l'a déjà dit. Sean O'Malley, on connaît, virtuose, létal debout. J'aimerais le voir dans la difficulté. Et puis dans la difficulté, là, on pourra y mettre un constat et on verra de quel bois il est fait. Pedro Munoz, attention au piège. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à rajouter. La suite, on la dira dans le deuxième épisode qui se déroulera sur ta chaîne. C'est ça, les pronostics et le pourquoi du comment on voit tel ou tel gagnant, ce sera sur ma chaîne. Exactement. Donc là, de toute façon, je mettrai tout en description. Vous pourrez tout voir, même dans le titre, vous pourrez cliquer directement sur Pugila. Ça va être direct vous rediriger sur sa chaîne et il y aura la suite de la vidéo. Donc là, on peut passer au combat suivant que j'avais même oublié. On en avait parlé en off. J'avais même oublié qu'on devait en faire l'analyse. Et alors, c'est un très très gros combat. Sean Strickland contre Pereira. Donc le fameux qui a mis KO Easy Adesanya Stylebender. Est-ce que tu veux que je commence ou tu commences cette analyse? Et après, je rebondis. Je peux commencer avec... franchement, Alex Pereira, c'est la perpétuité d'Adesanya. Tout le temps qu'il combat, on dit c'est le mec qui a mis KO Adesanya. Tout le temps, c'est une perpétuité, ce mec. C'est un loyer. C'est vrai que c'est la chose qui revient à chaque fois. À chaque fois que tu prends Alex Pereira, la promo, c'est il a mis KO Adesanya. Ça doit le rendre ouf. Ça doit rendre ouf le frérot. C'est ça. Après, pour revenir sur le combat, on voit qu'il y a un écart. C'est un gouffre au niveau de l'expérience. Sean Strickland qui a 28 combats, dont 25 victoires, 3 défaites. C'est colossal. Et puis Alex Pereira qui débarque tout fraîchement sur le circuit du MMA. Enfin, tout fraîchement, son premier combat était quand même en 2015, mais c'est pour dire que sa transition du kickboxing K1, du Glory vers l'UFC, vers le MMA, est toute récente. Donc, il a encore des preuves à faire, il a encore de l'expérience de la cage à prendre. Mais c'est vrai que c'est une opposition qui devrait lui être favorable. Donc, on parlera peut-être de son opposition avec Adesanya encore dans quelques minutes, mais ce combat devrait lui être favorable, puisqu'on sait que Sean Strickland, il aime striker, et il a un striking qui ne peut pas forcément rivaliser avec Poatan, donc son surnom Alex Pereira. D'accord, donc c'est ça qui est assez justement, je rebondis parfaitement sur ce que tu viens de dire et qui est très juste, hein. C'est que là, on a un Alex Pereira qui est certes en gros déficit d'expérience vis-à-vis de son adversaire dans le MMA, mais lorsqu'on regarde les odds, c'est lui qui est légèrement favori. C'est ça qui est marrant. Les odds, elles sont marrantes parce que les deux sont dans le négatif, donc ça montre que ça risque de varier durant le combat. Et c'est vrai, je donne aussi un avantage en termes de striking à Alex Pereira, mais attention à Sean Strickland, parce que moi je pense que là encore une fois, là par contre pour le cas, on ne pouvait pas parler de premier vrai test, est-ce que là tu penses qu'on peut parler de premier vrai test pour Alex Pereira dans cette organisation? Tout dépend de comment Sean Strickland va la jouer. Si Sean Strickland décide de faire la bagarre ou de striker avec Pereira, je pense
qui peut pas s'en sortir. Franchement, Alex Pereira, c'est pas un striker d'élite, c'est un striker d'élite. Vraiment, franchement, au Glory, c'est ce qui se fait de mieux. Ouais. Et puis même en MMA, on a vu. Hein. Moi, je pense que le vrai test que pourrait lui apporter Sean Strickland, c'est justement s'il fait parler son expérience et s'il ramène le domaine, le combat dans un autre domaine. Même si ce n'est pas forcément un spécialiste du sol, etc., il a plus d'expérience que Pereira et il pourrait peut-être le dominer ou le mettre en difficulté dans cette dimension-là. Et on l'a vu en difficulté dans des phases de préhension Pereira, dans des combats, dans ses débuts à l'UFC. On a vu à quel point, face à des personnes que certains qualifieraient de no-name, à quel point parfois il avait du mal dans les phases de grappling ou de clinch. Donc là, c'est vrai qu'il y a une vraie faille à exploiter. Cependant, il s'entraîne avec l'ancien champion light heavyweight, Glover Teixeira. Et là, il faut faire attention quand même. Il peut peut-être nous surprendre. Là, j'ai hâte de voir ce qu'il a sous sa botte, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que Sean Strickland devra bien évidemment changer de compartiment et j'espère qu'il ne va pas faire un peu le foufou comme il fait souvent dans ses phases de sparring qui sont un peu virales sur Internet et la jouer, j'y vais directement en envoyant des coups un peu fulgurants un peu de partout parce que là, le contre lui tend les bras. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça. Pour moi, ce qui va définir le combat, c'est le fight IQ. Plus que jamais, c'est vraiment... Sean Strickland ne joue pas la bagarre, ne fait pas la bagarre avec Alex Pereira puisque le contre peut être létal. Et puis après, si jamais Alex Pereira vient à bout de Sean Strickland, je pense qu'on sait tous, il va rejoindre qui? Si tant est que ce dernier s'impose lui aussi, on en parlera après. Bien sûr. Mais voilà quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a l'UFC qui pousse très très fort pour ça. Hein. L'UFC qui pousse très fort, Adesanya qui pousse aussi. Donc on verra ce que ça va donner. J'espère qu'Adesanya ne va pas tomber dans le piège du mind game de l'UFC qui est de l'énerver et de le rendre émotionnel vis-à-vis de ce fight et de vraiment à tout prix venger sa défaite. Ça risquerait de le sortir d'un potentiel match-up, enfin d'un potentiel combat et d'une concentration. Mais on y reviendra dans la deuxième partie de la vidéo. Juste pour mettre une petite parenthèse là-dessus, Israel Adesanya a perdu 2 combats en kickboxing contre Alex Pereira. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'est pas fait dominer. Pour moi, Israel Adesanya, il les gagne avant de les perdre, les combats. Oui. Donc, Alex Pereira n'est pas supérieur à Israel Adesanya en termes de striking. Et c'est ça qui va être intéressant de voir. Et puis, je pense que quand tu fais autant de temps en tant que champion comme Israel Adesanya, avec du stress, de la pression, des camps d'entraînement, tu es complet. Tu es vraiment complet et je pense que Alex Pereira sera vraiment trop short pour les prendre à Adesanya. Mais ça, on en reparlera peut-être lors d'une prochaine preview. Exactement. C'est vrai. Sachant que, bon, Alex Pereira, moi, ce que je lui donne, clairement, si je suis tout à fait avec toi, mais ce que je lui donne, c'est juste qu'il frappe comme un camion, pour moi. Que ce soit en coup de genou, high kick ou point, je suis vraiment choqué. C'est-à-dire que le gars, debout, par exemple, il frappe comme un boxeur en boxe anglaise, tu vois, pour moi. Il a les mêmes transferts de poids qu'un boxeur en boxe anglaise. C'est coups de genou, c'est du high level Muay Thai, enfin, c'est impressionnant. C'est juste à ce niveau-là que c'est impressionnant. En termes après d'agilité, de coordination, c'est vrai qu'Adesanya, c'est du très très haut niveau en face, quoi. Exact. Sachant qu'il y a Sean Strickland qui s'entraîne, je pense, au Extreme Couture, et là-bas, il y a pas mal de poids lourds, notamment Francis Ngannou, en termes de puissance. Si les deux ont fait des petits sparring pour essayer de préparer le truc, peut-être que ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner en termes de confiance en lui et de stratégie pour aborder un champion tel qu'Alex Pereira debout. Voilà, ça c'est quelque chose à voir et à potentiellement appréhender et à analyser dans une deuxième partie de vidéo. Le combat d'après, c'est lequel, Pugila? Max Blessed Holloway le béni contre Alexander the Great Volkanovski. Ça va être la guerre. 3e édition, donc la trilogie. Après 2 victoires d'Alexander Volkanovski qui a défendu son titre avec une petite polémique sur le 2e combat, certaines personnes le donnaient à Max Holloway. On se retrouve pour la trilogie et franchement, quelle trilogie puisque c'est les 2 qui chapeautent la division. Moi, je veux ton avis là, Pugila. Je veux ton avis sur justement les 2 premiers combats qui sont arrivés. Certes, moi, le premier combat, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que il la pick apart, comme disent les Américains. Il a outpoint, il a outstrike légèrement, il a été plus intelligent, Volk. Mais sur le 2e combat, c'est quoi ton avis, toi? Mon avis, c'est Max Holloway est venu avec des ajustements parfaits. Après, selon les arbitres, ça n'a pas suffi. Moi, en sortant du combat, j'avais l'impression que Max Holloway avait gagné. Je n'ai pas réagi à chaud, mais en sortant du combat, pour moi, je lui donnais la victoire.
Après, ce qui s'est dit, c'est plus au niveau des critères de jugement, au niveau des phases de domination, etc., qui ont été peut-être à l'avantage de Volkanovski. Mais d'un œil à chaud, franchement, à chaud, j'aurais donné la victoire à Max Holloway. Et puis, beaucoup de personnes sont dans mon cas, puisque c'est, entre guillemets, le champion du peuple, Max Holloway. Il le dit lui-même, je suis champion, tout le monde sait que je suis champion. Et ben, ce sera la bonne occasion de le prouver, puisqu'il a la chance de faire cette trilogie. Il sort de 2 belles victoires contre Kelvin Kattar. Quelle victoire! Quel massacre! Et contre Yair Rodriguez, quel combat incroyable là aussi de Pantera. Et puis de son côté, Volkanovski qui déroule avec une dernière victoire incroyable face au Korean Zombie. Voilà. En fait, si tu veux, les deux, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis leur dernier combat, les deux sont en train de faire comme ça. C'est-à-dire que les deux sont en phase ascendante et j'ai l'impression dans leur game d'artiste martial, ont largement passé un palier. Parce que moi, au début, je pensais que c'était Max Holloway qui était en train de passer un palier et qui allait potentiellement causer énormément de soucis dans leur potentiel combat de trilogie face à Volk. Mais quand je vois ce qu'il a fait face à des Coréens zombies et à d'autres, je me dis, mais en fait, les deux, c'est super dangereux. La prestation de Holloway, après la prestation d'Holloway face à Calvin Kattar, je me suis dit, ça va être très chaud pour le Volkanovski. Ensuite, à chaque fois, il y a une autre prestation de Volkanovski qui me fait dire, mais en fait, non, ça va être très chaud pour Holloway. Et là, on en a un, justement, qui est considéré comme l'un des meilleurs pound for pound maintenant, mais qui est très, très, très sous-coté en la personne de Volkanovski, et t'as le champion du peuple. Donc, c'est vraiment une opposition, pour moi, qui est très polarisante, et je trouve, est très difficile à prédire en termes de pronostics. Bah ouais, c'est difficile à prédire, mais en tout cas, là, les pronostics, les odds donnent Volkanovski favori. Ok. Ils donnent Volkanovski favori, puisque c'est vrai, comme tu l'as dit, classement pound for pound. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, pound for pound, ça veut dire tout poids confondu, qui serait le meilleur. Volkanovski est dans le classement. Alors, je n'ai pas le classement sous les yeux, mais il est très bien classé. Après ses dernières performances, qui plus est, après, il faut quand même se méfier, puisqu'il sort d'un combat impressionnant contre Korean Zombie, mais Korean Zombie et Max Holloway, ce n'est pas le même niveau. Et puis c'est pareil pour Max Holloway. Il sort d'une performance impressionnante contre Kelvin Kattar ainsi que contre Yair Rodriguez, mais ce n'est pas Volkanovski. Je dis ça dans le sens où il y a vraiment ces deux personnes qui chapeautent la division et ils se font la guerre à deux, en fait. Et on verra bien, mais moi, c'est vraiment le combat que j'attends particulièrement, puisqu'à chaque fois, c'est des guerres magnifiques. C'est des guerres magnifiques et en plus, c'est super intéressant parce que dans cette opposition-là, on voit qu'ils ont presque limite les mêmes combats à référence, face notamment à un Brian Ortega. Tu vois la prestation d'Holloway face à Brian Ortega, tu peux facilement la comparer à celle de Volkanovski face à Brian Ortega. Et on voit que les deux là, même avec tous ces éléments-là, et justement, ça joue pour te rendre encore plus difficile un pronostic. Parce que c'est un peu des prestations similaires. Même, ils ont un peu galéré face au même adversaire. Ils ont un peu terrassé les mêmes adversaires. C'est vraiment super intéressant comme combat, je pense. Exactement. Ils ont fait le tour de la division. Ils dominent. Après, petit bémol, c'est que il n'était pas loin de se faire finir Volkanovski contre Ortega sur la guillotine. Le haut de son crâne, il commence à devenir violet. C'était pas bon signe. Mais quel mental. Vraiment le mental d'un champion. Il a su revenir et il a su s'imposer. Franchement, c'est très difficile d'aller le déloger. Est-ce que Max Holloway récupérera son titre? On vous donnera nos avis dans les pronostics, mais pour l'instant, voilà, on verra bien. Là, on met juste l'eau à la bouche sur la chaîne de GOAT. Et pour les pronostics, ça sera sur la chaîne Pugila, je le rappelle pour les nouveaux arrivants. Là, je pense qu'on peut passer, du coup, au combat de main event, qui est super intéressant. Le combat de main event, donc Israel Adesanya, qui va enfin trouver du new blood, fresh meat, comme il disait, de la nouvelle viande à se mettre sous la dent à la personne de Jared Cannonier. Sauf que ce morceau-là de viande, attention à ce qu'il ne soit pas trop gros, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment Jared Cannonier, qui a des KO en poids lourd léger et en poids moyen. Qu'est-ce que tu penses de cette opposition? Exactement. Déjà, pour commencer sur le physique, et en parlant de gros morceaux, c'est un terme approprié pour Jared Cannonier, puisqu'il vient des poids lourds. Il a fait une transition vers les middleweight. Vous pouvez aller regarder son physique en poids lourd. C'était bon, il a séché, etc. Mais c'est pour dire qu'il a l'habitude des gros gabarits et une puissance de feu. Une puissance de feu pour Jared Cannonier face à Adesanya chirurgical, mais pas que.
Adesanya chirurgical, mais qui, quand il connecte, il fait très très mal. Adesanya, c'est quand même 15 KO, KO, TKO. Ouais. On l'a pu le voir contre la première opposition face à Whittaker. On l'a vu contre Paulo Costa. On l'a vu contre. Voilà. Adesanya, quand il peut connecter, il peut faire mal. Attention à ne pas sous-estimer ce combat. Attention à ne pas trop se projeter vers l'avenir, puisqu'Adesanya est sûrement à un tournant de sa carrière. Si jamais il n'attend pas Poatan, donc Alex Pereira, il va sûrement s'envoler vers les light heavyweight pour réessayer une nouvelle fois. Ça pourrait faire un très beau combat face à Jiri, notamment. Oui. Ça pourrait faire un magnifique combat. Donc voilà, attention à lui à ne pas prendre à la légère ce combat. Faire attention à bien gérer la puissance de Jared Cannonier. Mais à mon avis, bon, je vais pas le dire. Je le dis pas. Voilà, je le dis pas. Ce sera sur ma chaîne, mais voilà, vous avez votre petite idée. Voilà, les gens ont leurs petites idées, on en parlera sur la chaîne. Moi, j'aimerais revenir sur ce combat-là, sachant qu'on en a un qui s'entraîne justement au MMA Lab, avec Benson Anderson, ancien champion de l'UFC, qui a même été champion du Bellator et autres. Là, dans cette dimension-là, je trouve qu'il y a vraiment, en termes de, comment est-ce que je pourrais dire ça ? En termes d'approche du Fight Game, tu vois ce que je veux dire, de fight spirit, comme disent les Américains, et de mentalité, j'ai l'impression qu'ils sont très similaires, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes compétences pugilistiques ou en MMA. Mais je veux dire, on a en face deux combattants qui vraiment, quand il se bat, Stylebender dans la cage, il a vraiment une approche assez martiale, tu vois. Genre, c'est assez compliqué à dire, j'ai du mal à dire, mais tu vois, il prend vraiment exemple en référence. Il a cette inspiration notamment des animés. T'en as un qui a une inspiration spirituelle, qui a beaucoup de cristaux autour de lui, qui est vraiment très axé sur les énergies. J'ai l'impression, je sais pas, c'est des personnalités qui sont assez intéressantes, les deux assez similaires, je vois certaines similitudes, et j'ai l'impression qu'il y a un respect qui peut s'envoler dans la cage. C'est-à-dire qu'ils ont conscience de la force de l'autre, mais Jared Cannonier, lorsqu'ils vont en Israël Adesanya, on a l'impression, il a dit, je m'en fiche de toutes les personnes qu'il a combattues, il a dit ça dans l'Amdid, je m'en fiche de tous les champions qu'il a battus, du fait qu'il soit sur un winning streak, j'y vais pour l'éteindre. Donc moi, je pense qu'on peut s'attendre à vraiment une grosse opposition. Et après, il y en a qui ne sont pas du même avis, mais on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. Ouais, exactement. Mais juste, je veux mettre une petite parenthèse sur ça, c'est que, bon, des gars qui étaient censés aller à la bagarre contre Israël Adesanya, j'en retiens deux. Yoel Romero et Paulo Costa. Paulo Costa s'est fait éteindre avec un après-combat un peu spécial, voilà, pour dire ça comme ça. Et Yoel Romero n'a pas bougé pendant 5 rounds. Donc, à voir si Jared Cannonier a une mentalité différente et rentre un peu plus vraiment sans peur. Puisque moi, j'ai l'impression que Paulo Costa, lui aussi, voulait y aller comme ça, il s'en foutait, il voulait l'éteindre. Mais à partir du moment où tu rentres dans le territoire, donc vraiment, je ne sais pas pour ceux qui regardent les mangas, dans l'extension du territoire d'Israël Adesanya, si vous rentrez dans sa zone, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc, à voir s'il continue d'avoir la même témérité une fois qu'il se fait contrer, une fois, deux fois, c'est un mystère. Ouais, non, c'est intéressant. C'est pour ça que je parlais de cette dimension spirituelle un peu de l'artiste martial, du guerrier. Est-ce qu'il va réussir à se transcender, Jared Cannonier, et à pas être tétanisé comme justement Paulo Costa ou Yoel Romero? Ça, c'est à voir. Ça, c'est vraiment à voir. Et je pense que ça va être super intéressant d'analyser ce genre de combat dans la deuxième partie de vidéo. Donc là, personnellement, on voit... Alors, le gros favori pour ce combat-là, c'est Israël Adesanya, je suppose. Hein. Adesanya, il a à moins 365. Jared Cannonier à plus 300. Donc, c'est un gros écart quand même. Adesanya, large favori. Après, comme j'ai dit, attention à ne pas tomber dans le piège. Attention à ne pas tomber dans le piège, parce qu'il y en a qui parlent beaucoup de... Ça, on y reviendra, mais il y en a qui parlent beaucoup du fait qu'il risque de se faire éteindre et tout. Ça risque d'être une promenade, une balade de santé pour le champion. Il a quand même rocked pas mal de combattants qui ont causé du souci à Adesanya. Et là, je fais référence à Cannonier qui, avec ce crochet gauche, a failli éteindre un Gastelum, ou d'autres combattants qui ont causé énormément de soucis à Adesanya. Donc, il faut faire aussi attention. Il y a ce combat-là référence qui était un peu comme un caillou dans la chaussure d'Adesanya, où on a vu que Gastelum avait causé beaucoup de soucis. Et j'ai l'impression que tous les autres middleweight qui après l'ont affronté ont du mal à reproduire ce blueprint, cette empreinte digitale, ont eu du mal à essayer d'émuler le style qui a causé tant de soucis à Adesanya, puisqu'après il a su faire les ajustements nécessaires. Après, comme on dit, le MMA, c'est pas des mathématiques et styles make fight. Les styles font les combats.
Ouais. Donc, un adversaire A peut très bien battre un adversaire B. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, ce n'est pas parce qu'un adversaire bat quelqu'un et l'autre a perdu qu'il va forcément battre celui qui a perdu. En fait, ce n'est pas forcément ce triangle-là. Et on voit que Kelvin Gastelum, lui, il avait l'avantage d'avoir une anglaise ultra rapide. Kelvin Gastelum, c'est pour moi celui qui a les mains les plus rapides du roster middleweight. Donc, surtout quand Israel Adesanya travaille en kick, il pouvait timer avec les mains, etc. Et quand on voit le visage tuméfié d'Israel Adesanya pour son titre intérimaire, on se rend compte qu'il lui a vraiment posé du souci, notamment avec un high kick qu'il a sonné. Et je cite Israel Adesanya, il dit « Je n'ai pas vu venir ce high kick parce que je ne pensais pas que ce petit gros savait lever les jambes. » En parlant de Kelvin Gastelum. Donc voilà, un combat référence. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir tout de suite. C'est vraiment une guerre en 5 rounds magnifique. Et voilà, ça c'est l'art de la guerre, littéralement. Quand on fait croire à son deception, comme disent les Américains, on fait croire à son adversaire qu'on ne sait pas faire une chose pour le crucifier avec cette chose-là. Et c'est ce qu'a failli se produire. Et donc peut-être que Cannonier va peut-être utiliser cette approche. On va voir. Et là, je pense qu'on pourra passer à la deuxième partie de la vidéo, la GOAT Family. Là, je vous dis, on vient de faire les previews des 4 combats. Donc, on a à peu près analysé et on a fait monter la sauce, entre guillemets. C'était fait Netflix pour vous rediriger. Donc, ça, c'est un petit concept dont on a parlé en off avec Pugila. Pour vous rediriger, parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo et on va tout doucement, tranquillement vous rediriger vers la chaîne YouTube de Pugila en description ou tout simplement dans le titre. De toute façon, je mettrai le lien qui va s'afficher ici de la vidéo, de la suite de l'épisode. Et sur ce, les gars, je pense qu'on peut vous dire à tout de suite. Non, c'est ça, c'est ça, Pugila. À tout de suite. On vous attend, venez, on va donner notre avis là, un petit peu. Excellent. Salut les gars, et à toutes. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy.